Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette conférence qui est la première d'un cycle de trois conférences que je vais donner donc, dans le cadre de la France Design Week. Je suis designer indépendant, je m'appelle Étienne Abronsard et ma marque c'est Aeco Design. Je suis entrepreneur salarié au sein d'une coopérative Créalide à Montpellier et qui est une coopérative d'activité et d'emploi. Cette conférence est sur la thématique, comme vous l'avez vu, du design, meubles, espace et mode de vie, l'art de transformer les besoins en solutions. Donc, je vais vous proposer déjà de faire une petite présentation. Alors, pour ceux qui le souhaitent, de vous présenter. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est intéressant pour moi un peu de savoir qui est là, enfin pour nous tous. C'est pas du tout obligatoire, mais si vous avez envie de participer un peu plus, puisqu'après, je prévois des moments d'échange, des moments de partage, tout ça. Donc, bon, bah, c'est bien si on sait un petit peu qui est là. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent se présenter? Je sais pas, Thomas, par exemple, est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, oui, avec plaisir, ouais. Vous m'entendez là ou pas? Vous m'entendez? Non, vous m'entendez pas. Ouais, si, c'est Ah bon, si, on ah entend. pardon. Donc moi je suis Thomas Iris et je suis designer indépendant depuis un peu plus de 15 ans. Ok, Euh, Principalement dans le domaine à la base du design graphique, donc ce qui est devenu aussi après l'UX, l'UI design, beaucoup de design d'interface, design d'applications métiers complexes pour tout type de clients. Et j'ai fait aussi un peu de produits, un peu de design industriel, donc j'aime bien toucher à tout. Voilà, mais je suis là parce que j'aime beaucoup le meuble et je voulais voir comment tu bossais. C'est pour ça que je me suis inscrit à cette conférence. ok, super. Très bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Thomas? Oui, je l'ai fait Les là, participants. donc il n'y a pas, y a pas de Ouais, parce souci. que j'ai pas bien entendu, j'ai eu le doute. J'ai pas Ouais. bien entendu, du coup, ouais, avec plaisir. Alina, si c'est ok de se tutoyer, qu'on n'est pas nombreux. Ok. Bonjour, vous m'entendez? Oui, voilà, super, je vous entends, Alina. Par contre, je ne vous vois pas, enfin, je vois pas votre caméra, elle n'est pas Ouais, activée. je suis Mais il désolée, n'y a pas j'ai de pas problème. réussi à mettre la caméra. Ah, bah, il n'y a pas de souci. Bon, bah, c'est pas grave, Désolée. alors. Bah, au moins, on vous entend. Est-ce qu'on t'entend? Est-ce que c'est OK de se tutoyer? Bah oui, oui. Ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors du coup, j'ai 24 ans. Je viens Ouais. de sortir de l'ISDAT. En juin, j'ai eu mon diplôme de master. OK. Et du coup, là, je me suis récemment lancée en freelance. Mais pour l'instant, c'est le début, donc voilà. OK. Très bien. Donc, tu t'intéresses à quel type de design? Moi, je suis plus dans le design d'espace, design mobilier. Et OK. voilà. D'accord. Bon, bah, très bien. Donc, pour l'instant, vous êtes les seuls, on va dire, participants. Après, les autres qui sont inscrits, c'est des personnes que je connais qui voulaient juste écouter. Vous êtes tous les deux designers ou dans le domaine du design. Donc, dans ma présentation, j'ai prévu de faire un petit topo théorique sur le design, mais bon, je ne sais pas si ça va être utile pour vous, mais c'est pas grave. Je vais le présenter quand même. On va passer rapidement. Surtout que cette conférence va être enregistrée, donc peut-être ça servira à d'autres personnes qui ont moins de notions en design. Donc, pardon si je dis des choses que vous savez déjà par cœur. Voilà. Donc, moi, je vais d'abord me présenter. Étienne Abronsard, j'ai 50 ans. Je suis designer indépendant là depuis 5-6 ans, mais je l'avais déjà été avant. En fait, dans mon parcours professionnel, j'ai pas arrêté d'alterner salariat, indépendance. Et voilà, donc j'ai fait des études de design, enfin des études d'art appliqué dès la seconde, ensuite de design global, enfin BTS de design, ACI, ça s'appelait à l'époque, assistant en création industrielle. Et ensuite, je me suis spécialisé orienté plus vers le meuble, où j'ai fait l'école Boulle à Paris, qui est plus une école plus spécialisée sur le meuble. Et mon père, du coup, avait fait aussi l'école Boulle, était ébéniste, donc j'avais cet attrait pour le bois et pour le travail du bois et pour le mobilier. Voilà, ensuite, j'ai continué un DEA
un DEA, un DSA à l'école, non, à l'école Boulle, pardon. Après l'école Boulle, un DEA de conception de produits nouveaux aux arts et métiers à Paris. Et voilà, ensuite, j'ai différents parcours. Et après, j'ai commencé à travailler, au début, dans une agence qui faisait de l'éco-design. Alors, c'était vraiment en 2000, je crois. Donc, c'était quelque chose qui, éco-conception, éco-design, c'était encore très, très nouveau, voire inconnu. Bon, ça a duré quelques mois parce que c'était une start-up qui a pas fonctionné. Ensuite, j'ai travaillé chez Ikea en tant que décorateur, architecte d'intérieur pendant une année. Ensuite, je suis parti en voyage. Ensuite, j'ai alterné, j'ai travaillé dans l'industrie du meuble. Donc, chez un fabricant de meubles industriels, donc Pariso Meubles, qui fabrique les meubles pour But, Conforama, Fly, pour la grande distribution. Donc là, c'est là que j'ai pu vraiment rentrer dans le dur du design mobilier et notamment le design mobilier industriel. Voilà. Ensuite, je me suis mis en indépendant pendant longtemps. Là, j'ai travaillé pour des agences de com, différents types d'agences, différents types de projets. Donc, j'étais indépendant pendant longtemps. J'ai eu des arrêts, et j'ai repris, etc. Et ensuite, j'ai travaillé de 2015 à 2019 dans le design événementiel. Voilà. J'étais designer scénographe événementiel chez vente-privée.com, le site de vente en ligne. Donc, c'était à Saint-Denis, la région parisienne. Et là, j'ai découvert tout un autre univers du design. Et je vais faire une conférence notamment demain sur ce sujet-là, sur le design événementiel. Voilà, et puis ensuite, j'ai quitté Paris, je suis descendu dans le sud à Montpellier et je suis arrivé au moment du Covid, où je me suis mis en indépendant. Et là, avec l'envie d'avoir une approche aussi artisanale, de ne pas être seulement derrière un ordinateur, mais surtout de fabriquer, de mettre la main à la pâte. Donc, du coup, je me suis fait un petit atelier où je fabrique aussi des meubles. Mais là, je me retrouve un peu limité dans les possibilités. Donc, je peux fabriquer des petites choses, mais dès que c'est des gros projets, je travaille en partenariat avec un menuisier qui a un vrai atelier pour fabriquer, quoi. Donc, je délègue la fabrication pour les gros projets. Voilà. Et puis, du coup, dans mon parcours, bah, j'ai touché un peu à tout. Et c'est pour ça que là, je vous parle sur le plan, là, j'ai inscrit Design 5D. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois là-dedans. Mais avant ça, je vais vous présenter un peu l'objet de la conférence. Donc, bon, comme on l'a vu, la conférence sur le rapport au meuble, à l'espace et au mode de vie. Donc, on va voir. Attendez, hop, voilà. Alors ça, c'est sur le dimension design, ce que je voulais venir après. Mais dans le plan de conférence, je vous le présenterai après. Je reviens un peu en arrière. Donc, pourquoi je parle de design 5D? En fait, dans mon parcours, comme sûrement vous, hein, vous tous, hein, dans le parcours de designer, souvent on est amené à travailler sur les trois dimensions. Donc, tu vois, 2D, tout ce qui est dimension visuelle, hein, le graphisme, l'image, l'identité visuelle. La dimension spatiale, donc l'objet, le meuble, l'espace, voire les vêtements ou autres. Et puis la dimension temporelle, la 4D, c'est-à-dire l'événementiel, dans lequel voilà, j'étais scénographe. Donc ça, j'ai envie de dire, j'ai travaillé dans ces trois dimensions-là, et puis évidemment, tout ça se recoupe, se mélange, etc., selon les projets. Mais dans beaucoup de projets, même quand on fait un meuble, bon, on doit faire aussi de la communication, des plaquettes, des photos, des visuels, etc. Donc on travaille de la 2D. Quand on travaille dans l'événementiel, on fait aussi de la 2D et de la 3D. Donc voilà, j'ai alterné là-dedans entre ces trois dimensions, mais je me suis dit, en fait, au-delà de ces trois dimensions, il y a même d'autres dimensions dans lesquelles on peut œuvrer en tant que designer, et qui sont de plus en plus, qui sont aussi intéressantes, importantes. Ce que j'ai appelé moi la 5D, c'est la dimension globale, c'est-à-dire prendre en compte la notion planétaire, la notion sociétale, environnementale, écologique, et notamment dans le design mobilier, mais pas que, hein, dans toutes les approches aujourd'hui. Il y a cette notion d'écologie, d'environnement qu'il faut prendre en compte. Donc, le design, ça a aussi cette approche-là. Et ensuite, j'ai imaginé une première dimension qui est pour moi la dimension conceptuelle, qui est une dimension immatérielle, qui consiste à avoir des idées, parfois de concepts ou de recherche d'idées ou des analyses
Donc, en tant que designer, il y a aussi une approche spécifique. Voilà. Moi, je sais que parfois, j'ai des idées de concept qui sont ni de l'image, du meuble, ni l'événementiel. Ça peut être des idées d'application, ça peut être des idées d'histoire, ça peut être des idées de relations sociales à mettre en place, de jeux, etc. Donc, ça peut être des choses qui sont immatérielles. Donc, voilà, j'ai imaginé rajouter une première dimension, une cinquième dimension aux trois dimensions qu'on a l'habitude de rencontrer dans la création. Donc voilà le plan de conférence. Donc j'ai prévu 1 heure et demie. Alors comme c'est la première fois que je la fais, ça va être un peu au feeling la gestion du temps. Et on a commencé avec 10 minutes de décalage. Donc déjà on va voir un petit peu le rôle du central du design et particulièrement du design mobilier. Bon, comme je disais, vous avez certainement déjà toutes ces notions, mais je vais quand même les passer rapidement. Ensuite, je vais parler des approches et du processus créatif avec de la théorie. Et ensuite, la troisième partie, de la problématique à la solution design, c'est-à-dire montrer des exemples dans mes réalisations, des exemples qui illustrent un petit peu la théorie qu'on a vue avant. Ensuite, l'évolution du design et ses défis applications. Donc là, c'est plus des questionnements où on vais nous inviter à échanger, à partager, à dire ce qu'on pense. C'est plus des questions ouvertes. J'ai pas forcément de réponse concrète, précise là-dessus, mais c'est juste plus un questionnement. Et ensuite, une conclusion, un partage. Voilà. Et puis oui, dire que en fait, là, je vais surtout utiliser mes propres références, mes propres créations pour illustrer. Je n'ai pas été chercher des références historiques, etc. Enfin, sauf pour les premières parties au début, pour, euh, pour parler un peu du design en général. Mais voilà, là, je vais m'appuyer sur mes propres réalisations pour appuyer les théories, pour illustrer les théories. Voilà, donc déjà, le rôle central du design mobilier. Donc, se poser la question, quel est le rôle central du design et particulièrement ensuite, quel est le rôle central du design mobilier. Donc, si vous avez déjà quelque chose à dire là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez d'après vous, vous qui êtes aussi déjà designer, Thomas et Alina, c'est quoi pour vous le rôle central du design? On va mettre des mots-clés. Est-ce que vous avez des idées? Euh, Ah oui, des idées, ouais. Il y en a après un rôle, c'est pas évident d'en définir un seul, mais Oui, ça peut être plein de rôles différents, hein, effectivement. On n'est ouais, pas je obligé de dirais, s'arrêter à un. si je donne des choses qui me passent par la tête, c'est trouver des solutions à des problèmes, trouver des solutions parfois quand il n'y a pas de problème, aussi, Ouais. je dirais, et aussi peut-être de défendre aussi potentiellement une conception du monde aussi. Hein. C'est aussi, je trouve, un rôle du design. Euh, puis moi, J'ai enfin, pas bien après, entendu. Qu'on comment? t'entend pas très bien. Je t'ai pas bien entendu parce qu'on t'entend pas très bien. Alors, où est-ce que tu m'as pas entendu? La fin, les Oui, derniers. il disait que c'était peut-être de défendre une conception du monde. C'est un grand mot, Ah, mais bon, voilà, je pense qu'on est tous différents et créer du lien entre les gens, moi, par exemple, c'est un des rôles pour moi, mais qui sera sans doute différent d'un designer à l'autre, quoi. Voilà. ouais, ouais, je suis assez d'accord, ouais. Ok. Alina, tu as des choses à partager sur ta notion du rôle du design ou des rôles du design en général? Vous m'entendez? Oui, Ouais, très bien. Je dirais que bah, au fil du temps, je pense que nos usages par rapport, par exemple, à notre façon de consommer, elles changent au fil du temps. Donc, je pense que le rôle du designer, c'est justement de s'adapter à ces changements-là. Et, euh, et j'aime bien voir aussi le design de son côté qui rapproche le design social. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que le design peut nous apporter pour nous rapprocher? Hmm. Voilà. Ok, merci. Bah, effectivement, je trouve que c'est assez juste ce que vous avez dit. Moi, bah, alors, je vais voir ce que moi j'ai trouvé. Déjà, la première chose qu'on trouve sur Internet, le rôle central du design, c'est répondre à des besoins humains, fonctionnels et esthétiques. Et j'ai rajouté moi-même et économiques, sociaux, écologiques, dans un objectif de fabrication et généralement de commercialisation, en unité ou en série.
C'est qu'en général, quand on fait du design, c'est pour commercialiser derrière, mais pas toujours, hein. Parfois, on peut faire des choses bénévolement pour des associations, ça m'arrive. Ça m'est arrivé pour différents types de projets. Mais à la base, c'est quand même il y a une notion de commercialisation et surtout de fabrication. Donc voilà ce qu'on peut dire principalement, mais c'est vrai que le design a vraiment un rôle social important. Et ensuite, alors oui, par rapport au rôle central du design, on va voir voilà, quelques références théoriques, historiques. Bon, comme je disais, que vous connaissez sûrement peut-être déjà, mais on va les voir rapidement. Donc déjà, il y a la notion d'être entre la valeur d'estime et la valeur d'usage. Je ne sais pas si ça vous parle. Forme, Hmm, ouais, non, pas trop. non, ok. Bon, bah bon, après, c'est peut-être Ah, juste ces termes-là, mais bon. hmm. Form follows function, donc on va voir ce que ça signifie. Et les 10 principes du bon design selon Dieter Rams. Donc c'était une petite référence sur les notions de base du design. Donc déjà entre valeur d'estime et d'usage, c'est-à-dire qu'un produit un design, enfin un produit qui est conçu, et il oscille principalement entre ces deux valeurs. La valeur d'estime, c'est l'estime qu'on va donner à l'objet, c'est-à-dire plus l'aspect esthétique, l'aspect émotionnel, l'histoire que l'objet va nous raconter, voire la valeur sociale et la valeur d'usage, qui est une valeur plus fonctionnelle, pratico-pratique. Voilà. Donc, par exemple, là, je prends deux exemples pour la valeur d'estime. Un flacon de parfum, bah, sa fonction, en fait, c'est à peine 10%, c'est juste contenir et diffuser un liquide, c'est très basique. Par contre, l'esthétique est très importante, c'est 90%. C'est raconter une histoire, alors attendez, parce que j'ai un truc qui cache le bas de mon diapo, alors je sais pas comment enlever ça. Bon, c'est raconter une histoire, voilà, quelle valeur d'estime on va mettre, quelle valeur sociale même on va porter sur cet objet-là. Et puis de l'autre côté, on a, pourquoi ça passe pas? Alors, attendez, voilà. De l'autre côté, un marteau, par exemple, c'est 90% d'usage, hein, c'est prendre en main, taper sur un clou, et l'esthétique est pas importante, quoi. C'est 10%, ça sert juste à avoir une lisibilité fonctionnelle. Voilà, donc après quelques exemples entre ces deux valeurs, voilà, au milieu, une voiture, ça a autant une valeur d'usage qu'une valeur d'estime, une valeur esthétique. Surtout au niveau sociologique, on voit comment la voiture est utilisée pour se donner une image, pour avoir une place au niveau social, etc. Donc selon les objets, voilà, c'est aussi entre ces deux valeurs. Donc ça, c'est une notion de base, on va dire, dans le domaine du design. Ensuite, il y a la notion de form follows function, donc la forme suit la fonction, qui a été, euh, qui a été, on va dire, initiée par Louis Sullivan, donc au fin du 19e, début du 20e, qui consiste à dire que, voilà, dans un objet, en fait, rien n'est gratuit, enfin, dans le design, dans une création, rien n'est gratuit, chaque élément répond à une fonction, rien n'est caché, l'aspect esthétique est déterminé par la fonction et la structure de l'objet. Donc, là, je mets un exemple qui est un exemple souvent utilisé pour présenter ce principe-là. C'est la chaise rouge et bleue de Rietveld. Donc, 1917-1923, bon, ça, c'est l'époque à laquelle elle a été créée. Donc, voilà, c'est un exemple où là, chaque élément a son utilité. Il n'y a rien qui est gratuit. Et puis, les couleurs, en fait, sont liées au fait qu'il était en lien avec, c'est un hommage à Mondrian de la même époque. Voilà, donc c'est un principe de conception qui est associé à l'architecture, au design industriel à la fin du 19e, début du 20e. Voilà, et ensuite, on retrouve ça, la forme sur la fonction, dans la nature. Dans la nature, on retrouve en fait une logique qui fait que chaque chose, même des choses qui peuvent nous paraître juste de l'esthétique, qui peuvent nous paraître gratuites, en fait, elles ont toutes soit une fonction, soit elles répondent à des règles mathématiques qu'on retrouve, notamment le nombre d'or et la suite de Fibonacci. Je ne sais pas si vous connaissez le nombre d'or, suite de Fibonacci, qui sont voilà, des principes mathématiques qu'on retrouve partout, hein. En gros, il y a trois nombres comme ça qu'on retrouve partout, le nombre d'or, suite de Fibonacci, le nombre et pi. Et en fait, on le retrouve dans la nature, on le retrouve dans les végétaux, dans le corps humain, dans le corps animal, etc. Et on retrouve la même chose, en fait, que rien n'est gratuit, chaque élément répond à une fonction, rien n'est caché. L'aspect esthétique est déterminé par la fonction et la structure de l'objet. Donc,
C'est une vraie inspiration en fait de la nature de vouloir suivre ce principe-là. Voilà, donc là j'ai mis juste trois petites photos. Par exemple, à droite, il a une fleur, je crois que c'est une orchidée qui a la forme parfaite, adaptée aux abeilles, aux pollinisateurs qui viennent où le pistil va se déposer sur le dos pour récupérer le pollen, etc. Donc, si le pistil il ressort du pétale comme ça, c'est pas juste pour faire joli, quoi. Et même la fonction pour faire joli dans la nature, ça a une fonction, ça a un rôle. Les fleurs, elles sont pas là juste pour faire plaisir aux humains, elles sont là pour attirer les pollinisateurs. Même les odeurs, elles ont un rôle. Donc en fait, rien n'est gratuit dans la nature. Donc l'idée, c'est que dans le design, essayer de suivre ce principe-là, de ne pas faire de choses gratuites. Et en tout cas, c'est un choix, on peut suivre ou pas, mais en tout cas, c'est intéressant de suivre ce principe-là, d'avoir une cohérence dans l'ensemble. Ensuite, il y a aussi Dieter Rams qui a édité les 10 principes du bon design. Alors bon, moi, je suis un peu, par principe, peut-être un peu réticent à dire qui peut se permettre de dire ce qu'est un bon design, un mauvais design. Ça me fait un peu penser aux bons chasseurs, aux mauvais chasseurs, des inconnus. Sur le principe, voilà, je pense que ça peut être subjectif. Mais c'est intéressant et je trouve que les 10 principes qu'il soulève, c'est vrai que c'est des principes qui sont intéressants et qui semblent presque objectifs, en tout cas universels. Donc voilà, selon lui, un bon design doit être innovant, donc apporter quelque chose de nouveau. Il doit être utile. D'ailleurs, c'est la thématique de la France Design Week cette année, c'est le design utile. Donc effectivement, quelque chose qui n'est pas utile, qui n'a pas d'utilité, c'est pas du design, c'est de l'art. Un bon design est esthétique, évidemment. Un bon design rend un produit compréhensible. Donc, il faut que sa forme, son usage soit évident et comment on appelle ça? Euh, je trouve plus le terme, c'est pas bon, on va dire naturel, facile à comprendre. Ok. Instinctif, ouais, c'est ça le terme que je cherchais. Merci Thomas. Donc, instinctif. Un bon design est discret. Effectivement, l'idée, c'est que l'objet soit pas en fait, voilà, du on va voir après, le neuf, c'est minimaliste, ça va être en lien, mais qu'il n'y a pas forcément de prétention dans l'objet. Un bon design est honnête, c'est-à-dire qu'il ne doit pas prétendre plus qu'il n'offre, dans le sens où il ne va pas faire croire qu'il y a une bonne qualité ou qu'il rend des services qui finalement ne rend pas. Ce qu'on peut voir dans des objets de mauvaise qualité, industriels, etc., où on voit l'objet, on a l'impression que c'est super, puis finalement c'est de la camelote. Voilà. Donc, un bon design est honnête, il ne doit pas mentir. Un bon design est approfondi dans les moindres détails. Donc, effectivement, le moindre détail a son importance. Rien n'est gratuit, mais surtout au niveau de la finition, c'est important. Un bon design est minimaliste, c'est-à-dire qu'effectivement, un peu comme le point numéro 5, l'idée, c'est de rien faire de gratuit, c'est-à-dire qu'il doit avoir le minimum d'éléments nécessaires pour son fonctionnement et son esthétique, de ne pas surcharger, etc. Et un bon design est respectueux de l'environnement. Donc ça, effectivement, ça c'est un enjeu. Et d'ailleurs, c'est sur cette thématique-là que je vais faire aussi une conférence mercredi sur le rapport au design et à la nature. Donc voilà quelques principes, quelques rappels de notions du design en général. Et ensuite, on va voir un peu plus le rôle central du design mobilier. Donc dans le design mobilier, il y a des éléments complémentaires, on va dire. Tout d'abord un rapport à l'espace. Le meuble comme trait d'union entre l'humain et l'espace qu'il habite. Donc une relation entre le meuble, pardon, et l'architecture d'intérieur, ce que n'a pas un objet ou un vêtement ou autre. Comment il influe sur le rapport à l'espace de vie, voilà, parce qu'il a la notion de rapport à l'espace qui est habité, et puis comment il influe, voilà, comment il influe sur cet espace-là. Ensuite, l'optimisation des espaces. Il sert justement à optimiser les espaces, micro-appartements, open space, véhicules aménagés, tout ça. Donc, il y a ce rapport à l'espace. Il y a le rapport au mode de vie. Comment il influe sur les modes de vie. Donc là, on retrouve form follows function versus function follows lifestyle. Ça veut dire, au-delà de la forme doit suivre la fonction, c'est surtout que la fonction doit suivre le mode de vie. Donc ça, on va en parler par la suite. Et ensuite, le meuble, il se place entre l'usage, l'esthétique, donc ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire quelle histoire on raconte, quelle valeur on donne au meuble, le volume qu'il occupe,
dans un espace notamment. La circulation, voilà comment il va influer sur la circulation autour de lui et dans l'espace. L'harmonisation et la cohérence avec l'espace, avec les modes de vie, avec les consommateurs, les utilisateurs, etc. Il y a la valeur sociale aussi qui joue, hein. On sait que des meubles de premier prix de grande distribution et des meubles de luxe, ça veut dire quelque chose. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, une grande villa, il va pas, en général, il va le montrer aussi par son meuble. Et dans l'histoire, les meubles ont servi à montrer les classes, les niveaux de classe sociale, tout comme les objets, les vêtements, etc. Hein, pas que, mais en tout cas, le meuble est concerné par ça. Et il y a le rapport aussi économique et écologique. Donc voilà, là c'était quelques notions globales sur le meuble, sur le design en général, sur le design mobilier. Et ensuite, je vais présenter là les approches et processus créatifs d'après ma grille de lecture à moi. Voilà, c'est une grille de lecture, il peut y en avoir plein d'autres, c'est une grille de lecture. Cette grille de lecture, voilà, j'ai trouvé, pour moi, il y a deux points, deux leviers. Premièrement, c'est créer un objet, un meuble qui est centré sur l'utilisateur, pardon. Et deuxième, c'est centré sur l'objet. Donc, centré sur l'utilisateur, c'est-à-dire, on part d'un besoin d'un utilisateur et de son espace, et on va trouver l'objet qui répond à ce besoin-là, à cette fonction. Alors que centré sur l'objet, on a une idée d'un objet, et on va le faire, le concevoir, et ensuite on va essayer de trouver des utilisateurs, des consommateurs qui vont l'acheter. Voilà, c'est les deux approches. Donc on va approfondir un peu ces deux approches-là, et ensuite je vais présenter dans mes réalisations, enfin une sélection de réalisations, des exemples pour illustrer ces points-là. Donc d'abord, l'approche centrée sur l'utilisateur, donc trouver l'objet qui correspond à l'utilisateur et à son espace. Il y a plein de différents points. Déjà, c'est centrer le projet sur l'utilisateur et non sur l'objet. Là, ce qui est important, c'est l'utilisateur final. Que ce soit autant ses besoins fonctionnels que sociaux, émotionnels, etc. Ça peut être plein de choses, sa personnalité, ses moyens, tout ça. En tout cas, focaliser prendre en compte l'utilisateur. Ensuite, centrer sur le mode de vie et non sur la forme. Ce qui est important, c'est comment l'objet, qu'est-ce qui va permettre de changer, comment il va changer le mode de vie. Qu'est-ce qui doit changer dans le mode de vie? Ensuite, il est là pour répondre à un ou plusieurs besoins spécifiques, pour transformer les besoins en solutions, les problèmes en opportunités d'innovation. Donc là, l'idée, justement, c'est profiter des problèmes, des besoins pour des prétextes à innover. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aime faire dans mon parcours, c'est ce qui s'est présenté quasiment tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis face à un problème, enfin souvent, j'ai une petite lumière qui s'allume dans ma tête, c'est ouais, génial, un problème. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution, quoi. Donc voilà, le meuble, c'est une opportunité pour ça, pour générer des innovations, enfin le design en général. Ensuite, il y a intégrer le rapport à l'espace concerné. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la cohérence, hein. Il faut que le meuble, l'objet intègre les notions et les contraintes de l'espace concerné. Et la modularité euh, comme solution pour répondre à plusieurs besoins. Ah, attendez, je vais essayer de. J'ai un truc pour l'enregistrement qui me cache le bas de mon diapo. Alors du coup, ah voilà, je peux le déplacer. Très bien. Voilà, donc quelques références théoriques. Déjà, ce qu'on appelle le design thinking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du design thinking. Ouais, ok. Bah, ça, c'est vraiment une approche globale, hein. Ça ne concerne pas évidemment que le meuble. C'est une approche qui est centrée sur les besoins de l'utilisateur. Et ensuite, on va voir, je vais parler vite fait sur le principe, l'approche de penser ce qu'on appelle out of the box, en dehors de la boîte, c'est-à-dire changer son angle de vue par rapport à un problème pour émerger une solution. Penser Shadok, on va voir après pourquoi. Donc le design thinking, ah, non, attends, avec les boutons, ça va, hein. Le design thinking, c'est un processus, bon, une définition ici, un processus non linéaire et itératif que les équipes utilisent pour comprendre les utilisateurs, remettre en question les hypothèses, redéfinir les problèmes et créer des solutions innovantes à prototyper et tester. Il est particulièrement utile pour aborder les problèmes mal définis ou inconnus et comprend 5 phases. Les 5 phases, donc l'empathie, donc qui consiste à être à l'écoute des problèmes, à ressentir même les problèmes qui sont exprimés ou non exprimés. Donc là, c'est vraiment la partie réception et analyse. Deux, définition, donc on va définir spécifiquement le problème qu'on veut résoudre.
Ensuite, l'idéation, c'est la partie créative, recherche d'idées, recherche de solutions. Et ensuite, une fois qu'on a une solution, on va passer par un prototypage, une phase de test. Et à chaque fois, on peut revenir en arrière sur des étapes précédentes voilà, on teste et on revient, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un processus non linéaire et itératif. Donc, et voilà, il y a trois étapes, l'étape de understand, de compréhension, l'étape d'exploration, de recherche, et l'étape de matérialisation à la fin. Donc voilà, c'est des grands mots pour quelque chose qui est assez naturel et évident, en fait. Et les Shadocks, alors je sais pas, vous êtes plus jeune que moi, je sais pas si vous connaissez les Shadocks, petits dessins animés qui passaient dans les années 60, 70, 80, très drôle, et dans lequel il y avait beaucoup de phrases, de citations comme ça, d'aphorismes, assez drôles, mais surtout qui font réfléchir. Donc il y a une citation des Shadocks connue qui dit: «S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème». Et une extension de ça, que moi j'aime beaucoup et qui me suit souvent, c'est: si tu ne trouves pas de solution à ton problème, change de problème. Et en fait, ça paraît bête comme ça, mais c'est une vraie et véritable approche. C'est que souvent, face à un problème, on peut être focalisé et on pense pas en dehors de la boîte. On est focalisé avec des œillères sur un problème, on tourne en rond et on propose des solutions qui parfois ne vont pas forcément être adaptées. Et donc l'idée dans le design, ce que je trouve intéressant dans la création en général, hein, et le design en particulier, c'est d'essayer d'avoir un autre angle de vue. Alors j'ai des exemples pour ça. Quand j'étais étudiant en DEA, j'avais fait un mémoire un peu sur cette thématique-là, où j'avais comparé, mis en avance deux approches par rapport à une problématique. Par exemple, il y avait une problématique d'un ascenseur où les utilisateurs avaient l'impression que l'ascenseur était trop lent. Donc, ils s'ennuyaient pendant le temps de l'ascenseur. Donc, il y a une première approche qui a été faite, une étude qui a été faite avec des ingénieurs, des techniciens, qui ont réfléchi à savoir comment ils pouvaient changer le moteur, avoir un ascenseur qui va plus vite, etc. Et avec un chiffrage, donc voilà, ça coûte tant. Et une approche avec un designer qui s'est rendu compte qu'en fait, le besoin, c'était un besoin, le problème, c'était pas un problème concret, c'était un problème de perception du temps. C'était pas le temps qui passait concrètement, c'était la perception du temps et que c'était un problème émotionnel. Du coup, ils ont juste changé l'atmosphère de l'ascenseur en mettant des matériaux, avec de la musique, en changeant la lumière, etc. Et en fait, après ça, il y a plus de remarques de cette problématique-là. Du coup, l'approche du designer était beaucoup plus économique et répondait mieux à un véritable besoin que l'approche des ingénieurs, on va dire, l'approche technique. Donc, on est souvent dans une société un peu technocentrée, on cherche souvent des solutions techniques à nos problèmes, alors que souvent les problématiques sont beaucoup plus émotionnelles, relationnelles, sociologiques, etc., quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, pour mon mémoire, j'ai fait mon projet d'études de DEA, c'était un peu sur ces thématiques-là aussi, alors, je vais pas vous lire tout ce qu'il y a écrit là. Mon projet, en fait, j'ai travaillé, enfin, c'était mon projet en tant que alternant. Mon projet, c'était avec une association de réinsertion qui s'appelait les Ateliers du Cœur, qui proposait du travail de réinsertion, donc de réparer des choses, faire des choses pour les mairies, les écoles, etc., des personnes en nécessité d'insertion. Et l'idée, c'était de faire un projet qui réponde à un besoin social et en même temps qui soit fabriqué par ces personnes dans ces ateliers-là. Et en fait, au début, c'était parti d'une constatation, d'une problématique en hôpital. Et le besoin, c'était d'améliorer la prise de repas en hôpital. Donc, la prise de repas des malades en hôpital. Et pareil, donc il y a l'approche technique qui consiste à dire, est-ce qu'il faut plus d'ergonomie? Est-ce qu'il faut plus de rapidité? Est-ce qu'il faut changer les menus? Est-ce que, voilà, et puis, à quel niveau se place la problématique? Et au final, en fait, ce qui en est ressorti, c'est que c'était un besoin d'humanisation. Ce terme-là qui est utilisé, on va dire, en tout cas de relation et de considérer que le repas, c'est le seul moment de la journée où il se passe un peu quelque chose, des fois pour les personnes qui sont longue durée à l'hôpital, le seul moment parfois où il y a quelqu'un qui rentre et où il se passe quelque chose. Donc c'est un moment important. Et du coup, ce que j'ai mis en place, c'était des systèmes de plateaux repas qui racontent une histoire. C'est-à-dire que tous les jours, alors je vais vous montrer des prototypes, l'idée c'était d'avoir un peu un parcours sur. Alors, je m'étais inspiré du Tour du monde en 80 jours et que tous les jours on a un repas d'un pays différent. Et tous les jours on reçoit le repas dans un emballage avec un tissu des pays, avec un bijou, etc.
et le repas est présenté dans un emballage qui s'ouvre. On va l'ouvrir comme on ouvre un cadeau. C'est là qu'il y a le moment de surprise, etc. Et du coup, ensuite, le plateau sert de nappe, tout ça. Et il y a une petite carte avec le repas qui est servi qui raconte une histoire. Et tous les jours, on a la suite de l'histoire. Donc, l'idée, c'est d'apporter vraiment une approche sociale, humaine, voilà, de storytelling, quelle histoire on raconte, pour que ce moment du repas, il soit vécu comme quelque chose de fort et pas juste comme le besoin de se nourrir, quoi. Donc là, je vous présente 4 prototypes que j'avais faits. Il y en avait un cinquième, mais j'ai pas la place de le mettre là. Mais l'idée, voilà, c'était, il y avait l'Inde, l'Afrique, les Antilles, le Japon, et le cinquième, c'était la France avec un tissu provençal et un rond de serviette. Et l'idée, c'était de faire voyager les gens par leur repas, quoi. Donc ça rejoint la notion de sortir un peu son esprit de la boîte et de penser autrement, d'essayer de voir où est vraiment la problématique et comment on peut la résoudre autrement. Voilà ça c'était pour l'approche centrée sur l'utilisateur, sur les besoins. Et ensuite, l'approche centrée sur l'objet. Donc là, c'est complètement une autre approche. Donc, trouver l'utilisateur qui correspond à l'objet. Donc là, l'idée, c'est de voilà, partir d'une inspiration, d'une idée, d'une vision, d'une histoire, d'une rencontre avec un matériau ou autre. Parfois, on a des idées, des choses qui viennent comme ça. En général, il y a plus de valeur d'estime ou d'esthétique que de valeur d'usage. Et beaucoup de storytelling, c'est-à-dire quelle histoire on raconte, quoi. C'est plus des objets coup de cœur, bien souvent. Ou pas forcément, mais c'est souvent comme ça. Et voilà, et puis il n'y a pas forcément de rapport à l'espace d'utilisation finale, vu qu'on ne sait pas forcément dans quel espace il va être utilisé. Donc, l'exemple, par exemple, moi je fais beaucoup de choses, on va le voir après, avec des branches de bois flotté, des branches que je récupère des éléments de la nature. Alors voilà, je me balade sur la plage, je rencontre une branche et j'en fais un meuble. Alors là, il se trouve que les deux images ne correspondent pas parce que j'avais pas les images qui correspondaient au meuble que j'ai fait, mais c'est juste pour présenter l'idée que je trouve des branches. Le meuble qu'on voit à droite, là, c'est une branche que j'ai trouvée sur les bords du canal à Toulouse en me baladant. Donc, c'est des choses qui sont pas à la base pour répondre à un besoin de l'utilisateur. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie 3 de la problématique à la solution design. Principalement d'abord centré sur les utilisateurs et ensuite centré sur l'objet toujours. Et là, je vais vous montrer des exemples de réalisation de mes propositions qui illustrent un peu tout ce qu'on vient de voir. Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce qu'on vient de voir jusqu'ici? Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ou pas? Des questions, non. Pas vraiment, non. Après les remarques, c'est en t'écoutant, je me dis que comment dire, la notion de raconter des histoires, c'est peut-être ça qui nous anime, je pense, en tant que designer, hein. C'est en tout Mm. cas ce que j'entends beaucoup et c'est effectivement ça qui me fait me lever le matin, quoi. Et Ouais, c'est ouais, chouette d'écouter les histoires des autres, justement. Voilà, ouais, donc c'est chouette, c'est ouais. juste. Ok. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, voilà, donc, approche centrée sur l'utilisateur, je vais vous raconter l'histoire de la maison de Sophie. Alors, Sophie, c'est ma compagne qui a acheté une maison et pour laquelle j'ai fait beaucoup de travaux. Et notamment, j'ai pris 3 exemples là de choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais qui ont une influence sur, pas seulement sur l'esthétique ou pour avoir des objets ou pour habiller l'espace, mais vraiment sur le mode de vie. C'est ça qui est intéressant. Euh, donc, Tabla, c'est une table que j'ai créée, que j'ai inventée spécialement pour ce lieu-là, qu'on va voir après. Comment une table amovible impacte toute la vie sociale et intergénérationnelle d'une famille. Ensuite, comment une étagère modifie la place et le rôle du chien dans la famille. Et ensuite, un simple tapis, comment un tapis modifie les relations homme-animal. Donc, voilà. Donc, je vous présente Tabla, donc une table que j'ai créée cette année et l'année dernière. Euh, donc, qui est une table basse qui se transforme, qui se rehausse pour manger devant le canapé à deux et ensuite qui se déploie pour pouvoir accueillir plus de monde. Donc là, on peut voir une petite vidéo. Ah non, ça marche pas la vidéo. Tiens. Bon, bref. On retrouve sur mon site. Je vais ouvrir. Alors, c'est bizarre que le lien ne marche pas. Normalement, ça devrait marcher. Donc, voilà. Je voulais vous montrer une vidéo, mais elle est pas là. Bon, c'est pas grave. Donc, cette table, en fait, elle permet ses positions. Hein,
Tac. Donc, il y a la fonction table basse classique, la fonction rehaussée repas à 2, fonction élargie repas à 6. Donc, cette table basse amovible a été imaginée, conçue et réalisée spécifiquement pour ce lieu où l'espace ne permettait pas de disposer d'une grande table de repas. Les repas se faisaient donc sur le canapé, sur une petite table basse, ce qui n'était pas pratique pour les 3 personnes qui mangeaient, un adulte plus 2 jeunes. Depuis que Tabla est arrivé, la famille peut non seulement prendre les repas confortablement à un, 2 ou 3, mais accueillir également des amis, offrant jusqu'à 6 places en tout. Grâce à cela, une ambiance chaleureuse s'est créée autour d'elle, faisant de ce salon un véritable lieu de regroupement. La maison est devenue une sorte de foyer des jeunes qui aiment y passer leur soirée, à discuter et jouer. Toute une vie s'est développée dans ce salon. Donc, on a vraiment vu en fait qu'à partir du moment où il y a eu cette table, après, bon, là, on n'a pas, j'ai pas les photos de comment c'était aménagé après, avec plein de fauteuils et tout ça, mais ce salon est devenu le repère des jeunes qui venaient le soir, qui s'installaient, etc., et qui n'avaient pas forcément d'autre endroit. Et alors qu'avant, bah, il y avait juste une petite table, ils ne savaient pas où se mettre, donc du coup, ils mangeaient pas là, donc ils n'invitaient pas les amis, etc. Bon, ça, je vais dire, c'est assez basique, hein, de se dire qu'une table permet d'inviter des amis. Mais là, on a vraiment vu que la fonction de cette table-là qui se transforme, ça a transformé en tout cas les possibilités de cette famille. Ensuite, l'espace loup. Alors, loup, c'est le chien. Donc, une étagère qui offre la meilleure place possible aux chiens de famille. Donc là, on va voir comment ce coin a évolué. À la base, il y avait un meuble il y avait une télé sur un meuble et tout. Et alors, dans ce salon, la place du chien loup était définie par défaut un endroit qui ne lui permettait pas d'être en lien avec les humains et risquait d'altérer son comportement et son bien-être. D'après les conseils d'un éducateur canin, sa place idéale devait être dans ce coin. Mais pour l'installer à cet endroit, il fallait libérer l'espace sous la TV. Donc cette étagère sur mesure a permis cela. Depuis, le chien a pu recevoir une place privilégiée au cœur de la famille. En fait, à la base, le chien, il était à droite, donc derrière le canapé, il avait vue sur l'entrée de la maison. Donc, quelque part dans son comportement, c'est comme si on lui donnait un rôle de chien de garde. Ça, c'est l'éducateur qui nous le disait. Et le fait de le passer de l'autre côté, ça change totalement le rapport, la relation avec la famille, et ça devient un chien de compagnie. Et ça n'aurait pas été possible si on n'avait pas fait une étagère pour tenir la télé en dessous. Enfin bref, j'ai fait cette étagère spécialement pour libérer la place pour le chien. Alors c'est tout bête, hein, c'est juste une étagère, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est extraordinaire, c'est juste une planche. Mais juste pour dire qu'une simple planche peut avoir une influence sur des relations euh, sociales, on va dire, humaines, émotionnelles, ou autres, comportementales, tout ça. Et troisième exemple, un peu dans la même fibre, dans la même lignée, c'est la création d'un espace commun chien-humain. C'est qu'un simple tapis a ouvert un espace de partage. Quand il était arrivé dans la famille, ce chien, il était plus jeune, il n'avait pas le droit de monter sur le canapé. Et du coup, comme les repas se faisaient sur le canapé, sur la table, bah, chaque fois que les humains étaient là, bah, le chien, en fait, il n'avait pas le droit de rester dans la zone. Donc, en fait, il se faisait tout le temps renvoyer. Et comme sa zone, en fait, sa niche, elle était derrière le canapé, bah, en fait, il n'était jamais en contact avec les humains, il se faisait tout le temps rejeter. Donc après, d'une part, on a déplacé son espace, sa cabane. Et puis surtout, j'ai proposé, moi, de mettre un tapis. J'ai dit, bah, sur ce tapis-là, ce serait une zone commune, une zone de partage, un territoire commun, où là, c'est un territoire qui est fait exprès, qui est privilégié pour que le chien puisse être en relation avec les humains, qu'on puisse jouer, on puisse faire des câlins, etc. Et du coup, ça a vraiment changé le rapport. Bon, ça a aussi permis de faire une séparation entre le coin salon et le coin cuisine, qui est en face du canapé. Mais la fonction de ce tapis, c'était ça. Donc, comment on peut jouer sur les modes de vie, sur les relations. Et c'est vrai que c'était du coup un espace voilà, qui est devenu utilisé pour être plus en contact physique avec le chien, quoi. Bon, après, finalement, il a pris son droit de monter sur le canapé. Et puis maintenant, tout ça, ça se fait aussi sur le canapé. Mais à la base, il n'y avait pas d'espace pour ça. Donc, ça servait à ça. Donc, c'est tout bête, hein, c'est juste un tapis, mais juste pour montrer comment ça peut influer sur la relation humaine et sur le mode de vie. Voilà, donc voilà l'espace de jeu du tapis, quoi. Voilà. Ensuite, je vais passer sur d'autres exemples de réalisation. Donc, espace et modularité, comment le meuble peut influer sur l'espace et, euh, et sur la modularité de cet espace. Donc là, je vais vous présenter Aéro. Il y a un et deux parce qu'il y a deux meubles que j'ai créés il y a quelques années. Alors, j'ai fait la conception, mais pas la fabrication, j'ai fait faire. Je vous retrouve aussi sur mon site. Donc, je vous montre une vidéo. Voilà.
Donc, non, déjà, je vais vous expliquer un peu le besoin. Dans un grand salon, une grande pièce, la personne avait besoin de créer un espace bureau pour faire des créations. Voilà, elle fait différentes choses créatives. Elle avait besoin d'un espace bureau, mais elle voulait pas que ça prenne tout le temps la place dans son salon. Et elle voulait pas non plus avoir à passer une heure à tout ranger à chaque fois qu'il y a du monde qui vient, etc. Elle voulait pouvoir fermer ça facilement. Donc on était parti sur des idées de paravent, etc. Et au final, de fil en aiguille, ça a donné ça. Donc c'est carrément un espace dans l'espace, un espace amovible dans l'espace. On va voir les animations après. Voilà. Donc en fait, c'est carrément une cloison mobile sur un rail qui s'ouvre et qui se ferme. L'espace, là, il y a un mural, tout un espace bureau, voilà, avec des rangements, etc., avec un deuxième bureau d'appoint qui se range sur le premier bureau pour augmenter la surface de travail. Voilà. Ensuite, comme cet espace ici, c'est un espace salle à manger, là, il y a la partie vaisselier. Donc, l'idée, c'est aussi que le meuble, il fait le lien entre plusieurs fonctions, plusieurs espaces, l'espace bureau, l'espace salle à manger. Et voilà, donc là, c'est le vaisselier quand le meuble est fermé. Là, ensuite, des rangements et un store pour fermer. Voilà. Et voilà l'ensemble du salon avec la cloison qui se referme. Voilà. Donc ça, c'est Aéro. Et à droite, on voit le meuble télé qui est Aéro 2, qui a été conçu aussi en lien avec ça. Voilà. Donc, on va voir normalement les photos. Pourquoi ça ne s'affiche pas là? Voilà. Ça, c'est le genre de truc, ça marche quand on fait les essais, puis ça marche plus le moment venu. Bon, c'est pas grave. Sinon, il faut que je l'ouvre sur mon site. J'avais tout préparé pour pas avoir à faire ça, mais bon. Ah si, je sais pourquoi. Pardon. En fait, ça marche, c'est juste que j'ai tellement de trucs sur mon autre écran que je vois pas. Voilà, excusez-moi. Voilà, ça marche très bien, c'est juste qu'il fallait que j'enlève le truc. Voilà les photos. Donc, c'est un meuble qui a été conçu pour être en harmonie avec l'autre meuble et un meuble télé avec la télé qui synchronise complètement et qui pivote. Et voilà, bon, au niveau fonctionnel, c'est assez basique, mais juste pour montrer qu'il y a une cohérence et comment le meuble influe sur l'espace, dans la cohérence globale de l'espace, comment on peut retrouver les différentes fonctionnalités de cet espace entre la partie salon-télé, la partie bureau-travail, et puis comment on retrouve une cohérence, un lien visuel entre les deux espaces. Voilà. Voilà. Ensuite, plaque TV, alors là, normalement, ça va marcher maintenant. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un cadre que j'ai fait pour faire le lien entre un espace salle à manger et un espace télé, un espace salon pour regarder la télé. Donc en fait, c'est juste un cadre télé. Là, c'est vu depuis l'espace salle à manger, donc pour pouvoir regarder la télé en mangeant. Et là, c'est l'espace salon. Donc l'idée, c'est que ça fasse un cadre télé. Et quand on est dans le salon, on ne s'aperçoit pas que c'est un meuble particulier ou quoi, c'est juste une télé qui est encadrée, quoi. Donc c'est dans le principe minimaliste et, euh, et d'être discret entre ces principes-là. Donc voilà. Donc à chaque fois, tout ce que je vous présente là, c'est des inventions maison, on va dire, des innovations, des idées que je mets en œuvre. Voilà. Ensuite, Mathéo, ça, c'est une commande pour un appartement, un grand appartement dans lequel c'est une seule grande pièce quand on rentre qui fait salon, cuisine, entrée, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir un meuble qui habille l'ensemble et en même temps qui répond à différentes fonctions. Parce que on va dire sur la partie gauche du meuble, c'est l'entrée et sur la partie droite, c'est la salle à manger. Donc l'idée, c'est de faire une composition murale qui visuellement a vraiment un caractère et en même temps qui répond à différentes fonctions. Euh, alors là, pourquoi j'ai pas les photos? Alors attendez, euh, je vais vous montrer les photos. Voilà. Donc là, c'est la partie plus entrée et salon avec des meubles de rangement. Bon, là, ce qu'on voit en haut, c'est des portes, hein, c'est des meubles fermés. La partie basse, là, c'est des tiroirs et en même temps, ça sert de bord pour la partie salle à manger. Voilà, c'est comment un meuble peut habiller tout un espace et faire le lien entre plusieurs zones dans l'espace et plusieurs fonctionnalités, quoi. Voilà.
Ensuite, alors, MB, donc ça, c'est bon, c'est les initiales de la cliente, MB. Euh, Ça, c'était le besoin, c'était d'animer un espace un peu contraignant, on va dire, qui est cet espace-là à gauche. En fait, ils ont un escalier qui passe en dessous pour aller à la cave, et du coup, ils étaient obligés de rehausser le plafond sous l'escalier, donc ça fait cette espèce de bloc là dans un coin. Donc il y avait cet espace-là, et ils savaient pas comment aménager cet espace. Donc là, ils voulaient juste mettre une sorte de bibliothèque, quelque chose. Donc au niveau des besoins, il n'y avait pas forcément un besoin fonctionnel important de changer les modes de vie ou quoi que ce soit. C'était vraiment comment habiller l'espace. Et en parallèle, ils m'ont demandé aussi si je pouvais travailler sur le meuble télé et puis faire peut-être un lien entre le meuble télé et puis ce recoin. Donc voilà, là on voit à gauche la photo et puis à droite le- la modélisation. Et à partir de là, donc j'ai fait donc dans mon processus créatif, j'ai fait plusieurs propositions. J'ai fait ce qu'on appelle des mood boards, hein, des planches de tendance. Voilà, j'ai ressorti quatre pistes, on va dire. Donc la piste one line, donc une ligne, hein, c'est des meubles voilà, où on suit une seule ligne visuellement qui passe même d'un mur à l'autre. Un square, donc les carrés, donc jouer sur des formes comme ça de carrés. Cozy, c'est avoir des espaces cosy, on se pose pour lire, hein, on peut se détendre. Et nid d'abeille, s'inspirer voilà, des formes de nid d'abeille. Donc je suis parti sur ces pistes-là, avec déjà un aménagement basique de la structure qui va être commune, quasiment commune avec toutes les propositions qui vont suivre. Donc l'idée, c'est que cet espace-là, qui est un peu bâtard, d'en faire un espace dans lequel on peut aller, avec un espace, avec une sorte d'un système de marche, voilà, pour que ça devienne un véritable espace, en fait, que ce soit pas quelque chose de bâtard, mais que ça devienne vraiment un véritable espace qu'on peut habiter, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un peu commun à toutes les propositions qui vont suivre. Et voilà différentes propositions. En fait, ça, c'est des sélections de propositions, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup plus que ça. Suivant les différentes thématiques qu'on a vues tout à l'heure, donc one line, donc une seule ligne qui suit, etc. Ensuite Square ici avec des jeux de carrés, Cozy avec le coin lecture, et nid d'abeille là, avec des étagères en forme de nid d'abeille ou des choses comme ça. Donc à chaque fois avec des éclairages. Bon, il y a aussi une autre thématique que j'avais proposée, mais que j'ai pas montré là, c'était arborescence, et s'inspirer justement des formes des meubles en forme un peu d'arbre, tout ça. Bon, la proposition n'est pas du tout satisfaisante, mais voilà, elle est quand même proposée dans les présentations. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est de voir comment le meuble peut créer du lien entre différents espaces, entre ce coin-là et le meuble télé. Donc j'ai proposé, là comme on l'a vu avant, de continuer sur la partie espèce de poutre, on va dire, qui est en haut, de continuer le bois, de continuer la ligne de bois, pour arriver ensuite de l'autre côté et faire le lien avec le salon et le coin télé, parce qu'il m'a demandé aussi d'habiller le meuble télé. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment un meuble ou un ensemble de meubles, une composition peut transformer complètement un espace et peut avoir un impact, une influence sur l'espace. Voilà, voilà deux angles de vue. Donc là, ils ont leur canapé, là, ils ont d'autres meubles, tout ça. Après, il y avait l'idée d'habiller aussi le mur de gauche, tout ça. Mais bon. Alors, ce projet est resté en stand-by parce que faute de moyens, parce qu'en fait, ils avaient des envies, des idées, enfin, surtout des envies, mais pas forcément le budget parce que voilà, ça coûte vite cher. Mais en tout cas, c'était intéressant de travailler là-dessus. Voilà, après, ça, je me suis dit, je sais pas si je le présente selon l'heure qu'il est. Euh, ok, en un petit peu de temps. Donc ça, c'est mon véhicule que j'ai aménagé il y a des années et pour lequel j'avais encore jamais fait de présentation. Et là, je trouve ça intéressant aussi comment on peut travailler l'espace par le meuble dans un véhicule vraiment où là, c'est l'objet, c'est vraiment l'optimisation de l'espace et puis une multitude de fonctionnalités. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo rapide euh, où l'idée c'est de pouvoir à la fois être un utilitaire pour transporter plein de choses et des gens aussi, donc garder les sièges, etc. Donc là, je vais mettre, ça va être mis en accéléré pour pas perdre trop de temps à regarder tout ça. L'idée c'est que tout l'espace s'ouvre, voilà, pour pouvoir accueillir, transporter un frigo, un vélo, des gros objets, quoi. Donc vraiment dans une volonté de modularité totale. Donc déjà cette fonction-là
modularité de l'espace du coffre, au rangement. Les coffres sont conçus pour pouvoir être mis l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre. Donc vraiment comment on peut adapter aux besoins à chaque instant. Bon, faut dire que l'aménagement, je l'ai fait il y a 6 ans, donc depuis, il a été abîmé, hein, c'est pour ça que les planches sont un peu vieilles. Voilà, ensuite, il y a la fonction couchette, cabane, donc avec des planches et des rangements qui peuvent se rajouter. Voilà, avec carrément une sorte de volet intérieur pour fermer l'arrière. Ensuite, on va voir comment mettre la couchette. Voilà. Voilà comment la voiture devient une petite cabane, un lit. Et j'avoue que ça me sert beaucoup l'été. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'exemple ultime d'optimisation d'espace, l'aménagement de véhicules, d'optimisation. Bon, après, il y en a des milliers, des millions d'aménagements de véhicules, tout ça, mais je voulais montrer celui-là en exemple pour illustrer ça, comment on peut aménager un espace et répondre à plusieurs besoins fonctionnels et modes de vie. Voilà. Ensuite, ce fauteuil, c'était mon projet d'études quand j'étais à l'école Boulle, que j'ai pas pu terminer, enfin, on va dire sous cette forme-là, à la fin de mon diplôme, mais j'ai repris le projet après. Il a abouti sous cette forme-là. Là, c'est intéressant comme exemple pour plusieurs choses. C'est un fauteuil qui est modelable, pas seulement modulable, mais modelable. C'est-à-dire un fauteuil qui peut permettre d'avoir, qui présente multiples positions et utilisations. Donc le principe, on le voit à gauche, là, c'est une maquette qu'on voit à gauche, où là il y a une sorte il y a comme des pétales qui sont fixés sur un pouf, un socle conique sur lequel il y a des pétales qui sont fixés dessus aussi. Le pouf rentre dans le socle, peut pivoter et chaque chose peut se modeler et ça peut permettre toutes ces possibilités de position. Bon, c'était en 98, donc les photos étaient argentiques à l'époque, scannées, donc pas de super bonne qualité. Mais voilà, ça donne une idée. Ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est de montrer, bah, d'une part, effectivement, au-delà de la modularité, c'est la modelabilité, c'est-à-dire qu'on modèle un peu comme de la pâte à modeler. Et surtout aussi dans le form following function, c'est-à-dire que je suis pas arrivé en me disant, tiens, je vais faire un fauteuil en forme de fleur. Moi, je suis vraiment parti, c'est comment je peux remettre, c'était tout mon sujet d'études, c'était sur le questionnement sur les assises et les positions du corps et comment faire un fauteuil qui s'adapte aux différentes positions du corps et qui permet différentes assises. Au début, j'étais parti même sur l'assise haute et l'ergonomie de l'assise haute, tout ça. Et finalement, je suis arrivé à partir de recherches, etc., à avoir cette forme. Et il se trouve que la forme est une forme de fleur, mais ce n'était pas une volonté à la base. Donc, c'est vraiment la forme qui a défini, qui a défini c'est la fonction qui a défini la forme, on va dire. Donc, la forme a suivi la fonction. Donc, on reprend le principe de Sullivan, Form Follows Function. Donc voilà cet exemple-là. Et ensuite, un autre canapé que j'ai imaginé. Donc là, c'est vraiment des projets de recherche, des idées que j'ai comme ça, et puis qui sont souvent par rapport à une remarque d'un besoin à un moment donné, et des idées que j'ai, et que, du coup, je les modélise, je les dessine ou autre. Mais ça n'a pas été des projets forcément matérialisés derrière. Là, c'est un canapé transformable pour s'adapter aux multiples positions, usages et modes de vie. Donc, c'était dans l'idée d'utiliser aussi, d'habiter également le sol et pas seulement le canapé. Et parce qu'il y a plein de modes de vie, notamment quand on est appartement, quand on est jeune, etc. On va s'asseoir par terre, on va s'adosser sur le canapé quand il y a du monde à la maison, quand on va jouer on va faire jouer sur des jeux vidéo, etc. Souvent, on s'assoit par terre. Donc, l'idée, c'est comment on peut habiter cet espace-là. Donc, j'ai imaginé en fait un canapé avec des différentes parties qui pivote donc là, il y a une couture qui sert de charnière. Et selon la partie qu'on va rabattre, bah, ça permet plein de positions, de combinaisons possibles. Donc voilà d'autres images. Donc l'idée, voilà, c'était comment un meuble simple, basique, peut permettre plein de positions et influe les modes de vie. J'ai une question, Étienne. Ouais. Là, ces types de projets, tu les proposes à des éditeurs après derrière parce qu'ils ne sortent pas. Pourquoi?
Alors, parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ce projet, c'était il y a longtemps. Hmm. euh, j'avais proposé le projet, celui-là, je l'ai proposé. J'ai eu un rendez-vous avec Lino Rosé, Hmm. et finalement, qui n'avait pas retenu, qui était plus ou moins intéressé, mais finalement, il n'avait pas retenu. Puis il se trouve que mon prototype, et j'avais un prototype, mais j'avais pas trouvé les manières de le fabriquer, de l'industrialiser. Parce que Hmm. c'était un matériau particulier qui s'usait après l'usage et tout, donc voilà. Et puis là, en fait, je suis pas allé jusqu'à la démarche de le proposer parce que pareil, il y a toute une étude à faire en amont. Puis j'étais aussi étudiant à l'époque, puis après j'ai travaillé, donc j'ai pas pris le temps de le proposer à des éditeurs en me disant un jour je le ferai. Hmm. Et voilà, mais effectivement, j'ai différents projets comme ça, je me dis je pourrais le proposer. Mais, euh, mais après, pris par plein d'autres projets, etc., je suis pas allé. Celui-là, ça aurait pu. Hmm. Après, je suis pas allé plus loin parce que j'avais pas trouvé la manière de l'industrialiser. Et là, je suis pas allé à l'étape de proposer aux éditeurs. Mais j'aurais pu, effectivement. Hmm. Et je pourrais peut-être toujours. Après, il y a le problème, c'est que aussi que si tu veux proposer, il faut protéger. Il y a Hmm. plein de choses aussi. Donc souvent, je gardais un peu secret des idées, quoi. Et puis là, aujourd'hui, bon, bah, je les montre, tant pis. Hmm. Mais c'est vrai que ça vaut le coup de les proposer à des éditeurs. Je sais pas si aujourd'hui ça répondrait à un besoin, à une demande, mais c'est intéressant. Je crois que Je sais pas c'est ce que tu en Nathalie penses. Crasset qui a fait un peu un canapé modulaire comme ça, mais qui devient un jeu, quoi, qui devient une structure. Hmm. Et pourtant, c'est quand même une designeuse qui a pignon sur Ouais, rue. Et il n'a ouais. pas finalement pas été édité parce que je pense que c'est complexe, peut-être à industrialiser, comme tu disais tout à l'heure. Je sais pas. Peut-être maintenant avec les moyens d'aujourd'hui, peut-être c'est plus facile. Oui. Mais... Alors celui-là, je pense que ça serait pas complexe parce qu'en gros, Ouais. ça peut être un gros bloc de mousse et du tissu, hein. Mm. Le tissu qui fait charnière. Donc, je pense que là, ce serait du tissu floqué sur la mousse, collé. Bon, après, je suis pas sûr que ça durerait bien longtemps, que ce soit confortable et tout. C'est juste un bloc de mousse, donc il faudra peut-être une structure quand même derrière. Bon, bref, des canapés, on sait en faire. Donc, ça, je pense que c'est pas un problème. Il faut juste trouver les bons fabricants. Voilà. Ça, c'est plus complexe parce qu'il fallait un matériau qui soit à la fois souple, mais en même temps qui puisse tenir dans le temps, qui ne déforme pas, etc. Mm. C'était plus complexe. Et après, j'avais pas forcément les moyens ou le temps de faire des recherches plus poussées pour approfondir le truc. C'est un projet d'étude, on va dire. Mais effectivement, Nathalie Crasset, j'avais rencontré en plus à une époque. J'avais montré ce fauteuil-là, justement, Mm. le fauteuil Flo, je l'avais montré. Je l'avais rencontré et tout. J'avais un pote qui l'avait interviewé dans le cadre de son agence. Bref. Et voilà, mais après, c'est une question de contact aussi, d'avoir les contacts. Et c'est vrai Oui. que quand j'étais à l'école Boulle, en fait, dans le jury, il y avait le représentant du VIA. Le VIA, c'était un organisme mis en place par le ministre de l'Intérieur, je crois, à l'époque, c'était valorisation de l'innovation d'un meublement et qui valorisait justement l'innovation dans les meubles, etc. Et qui tous les ans participait au Salon du Meuble à Paris et sélectionnait une dizaine de créateurs pour les exposer. Et Mm. moi, du coup, comme ils étaient dans mon jury, bah, ils m'avaient sélectionné pour présenter ce projet-là, mais il n'était pas encore abouti à l'époque. Et enfin, à un moment, il m'avait sélectionné. Donc après, il fallait que je trouve la solution de matériaux, tout ça, que j'avais pas pu trouver à temps. Donc c'est pour ça que j'ai Mm. pas pu être exposé. Et c'est après, un an après, que j'ai trouvé le matériau, que j'ai fait ce prototype-là. Et je suis retourné les voir, mais en fait, c'était un peu trop tard. Ok. Donc effectivement, je suis passé à deux doigts que ce soit édité Mm. par le VIA et ensuite par Lino Rosé. Et voilà, puis après, la vie fait que j'ai travaillé, je fais d'autres trucs, et puis que j'ai pas forcément démarché, et pris ce Mm. temps-là, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pareil, une autre idée que j'avais eue. Alors là, je l'ai présentée à personne, hein, c'était pour chez moi. J'avais un petit appartement et j'avais besoin d'un espace bureau et en même temps, je voulais pas que ça prenne la place tout le temps. Et j'avais imaginé ce projet-là que j'appelais Tableau, qui consiste du coup, à proposer sur un meuble mural comme ça, déjà une fonction de mettre un cadre, une télé ou autre avec un éclairage. Et en fait, on tire et que la table, comme par magie, elle sort du meuble. En fait, c'est pas de la magie, je peux vous expliquer après. Elle sort du meuble et peut s'agrandir, voire se dissocier complètement du meuble. Et dans l'épaisseur, il y a des chaises pliantes. Donc là, c'est une vieille 3D qu'avait fait un pote, un ami à l'époque, que je ne maîtrisais pas du tout la 3D. Je la maîtrise moyennement aujourd'hui, mais du coup, c'est lui qui a fait les images. C'est assez basique. Mais voilà, ça donne une idée. Et là, on va pouvoir voir une vidéo. Voilà. Bon, la vidéo, c'est juste l'assemblage des différentes images. L'idée, c'est que dans l'épaisseur, on rangeait 8 chaises et que la table, on pouvait la sortir. Et je vais vous montrer après la maquette que j'avais fait qui permet de comprendre le fonctionnement. Ah, j'avais fait une maquette
en mince, j'ai oublié le terme, en carton, pas en carton, bref, peu importe. Donc la maquette, voilà. Donc les chaises sortent, la table sort, voilà. Et en fait, le principe, voilà, c'est là que je vais vous expliquer. Le plateau, quand on rentre, en fait, il est souple, il remonte vers le haut, entre les chaises et le mur. Et la structure du bas, elle se replie en accordéon comme ça. Donc en fait, les deux se séparent. Le bas se replie, le plateau, il remonte vers le haut de manière souple. Ça permet d'avoir cet aspect un peu magique, un peu comme dans les dessins animés. Ils sortent d'un mur, une table de 100 mètres de long. Voilà. Donc c'était l'idée. Bon, ça, c'est resté la table d'idée, hein, le concept. Mais, voilà. Et en tout cas, là, je le présente pour montrer aussi voilà, sur l'aspect modularité, comment on peut voilà, jouer sur l'espace et les modes de vie, quoi. Voilà en gros pour les exemples. Et quelle heure il est? 18h19, bon, on est parfait. Ah non, non, oui, non, je me dépêche quand même. Approche centrée sur l'objet. Donc là, c'était approche centrée sur l'utilisateur, hein, sur répondre vraiment à des besoins. L'approche centrée sur l'objet, quand l'imagination agit librement. Donc voilà, là, des exemples de création à partir juste d'une idée, d'une inspiration, d'une forme. Donc ce fauteuil que j'ai créé il y a 2 ans, j'avais une expo et j'ai voulu créer un fauteuil pour cette expo. Donc là, c'est vraiment d'une idée de ligne que j'ai eue. Et encore, ça a évolué parce qu'au début, il ne devait pas y avoir ces ajournements. C'était une seule ligne, ça devait être en bois cintré, mais j'avais pas la possibilité de faire ça en bois cintré à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai fait des profils en métal, je vais mettre en architecture. Donc voilà, c'est vraiment un prototype. Ça aussi, hein, ça, c'est une idée que j'ai eue il y a très longtemps, inspirée de la fleur, de l'arôme. Voilà, donc, une inspiration d'une forme. Ça, c'est une bibliothèque aussi inspirée de l'arbre. Donc là, que j'ai fabriqué avec du chêne massif dans lequel j'ai gardé l'écorce. Donc j'ai acheté dans une scierie les planches. J'ai trouvé quelque chose qui soit épuré en même temps, qui reprenne le côté organique, naturel de l'arbre, mais qu'en même temps d'une ligne contemporaine et épurée. Ça, lampe flore, donc ça c'est une lampe faite avec des branches que j'ai récupérées, notamment la branche principale, une branche d'eucalyptus que j'avais depuis des années et qui a servi finalement à ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, alors normalement, on devait pouvoir voir aussi attendez. Je vais vous montrer les photos, animation. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, en fait, elle peut changer d'angle. Il y a des trous dans le marbre, dans le tronc, et puis une sorte de petit comme un pivert là qui est dans l'arbre, un petit pivot là qui se rentre dans les trous et qui permet de changer la hauteur et la corde qui fait, enfin le câble en fait qui est en forme de corde qui fait voilà, qui a aussi la fonction pour ça. Et en même temps, on peut changer la forme de la lampe, c'est-à-dire qu'on peut, alors il y a aussi des trous de l'autre côté, et on peut mettre le tronc dans l'autre sens, et ça donne une autre forme à la lampe. Et il y avait une intention aussi de voir l'abat-jour qui puisse se fermer, s'ouvrir un peu comme une marionnette, mais le système ne fonctionne pas vraiment, donc c'est pareil, c'est un prototype, donc ça, il faut que je l'améliore. Donc là, c'est le genre de création que je propose en fait à la vente. Alors évidemment, chaque fois, c'est des pièces uniques. J'aime bien faire des choses aujourd'hui avec des récupérations d'éléments naturels. Donc voilà d'autres exemples. Luciole, par exemple, voilà, avec la branche dont je parlais tout à l'heure, j'ai récupéré sur le canal à Toulouse. Donc une simple branche. Et puis voilà, donc là c'est purement poétique, on va dire. Bon, il y a quand même une fonction hein, de table et d'éclairage. Ça sert de coiffeuse. Donc ça pareil, je l'ai fait pour mon ami. Et Léa, une table toute simple où là je suis parti de la planche du dessus que j'avais. Je vais montrer aussi des photos. Je suis parti là, j'avais une planche du dessus que j'ai enlevé les parties, pareil, l'écorce, les parties qui avaient été un peu bouffées par les vers, etc. Donc j'ai récupéré une planche et je me suis dit comment je vais la mettre en valeur. Et bah du coup, j'ai imaginé le piétement pour mettre en valeur la planche. Donc c'est venu comme ça. Voilà, c'est une petite table dessert assez basique. Voilà. Ensuite, voilà, arborescence, pareil, j'avais des restes de planches de chêne et j'en ai fait un arbre c'est un arbre totem juste décoratif qui sert à suspendre des choses, mais il n'y a pas de fonction propre. Un éclairage aussi avec une branche de platane, donc fixé au plafond. Donc là, c'est vraiment des inspirations de ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de storytelling, ça en raconte des histoires, quoi. C'est vraiment quelle histoire je raconte avec
avec ces meubles. Voilà. Donc voilà, en gros, je ne sais pas si vous voulez commenter déjà un petit peu là-dessus, si vous avez des avis, envie de partager quelque chose sur ces deux approches, entre l'approche centrée sur le besoin, sur l'utilisateur, l'approche centrée sur l'objet, sur l'inspiration. Et puis voilà, je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose avant de passer à la dernière partie ou pas. C'est comme vous Ou entendez. juste encore une fois une réaction, puisqu'on on n'est que trois Ouais, finalement, on n'est pas ouais, nombreux. ouais, Bah déjà, je trouve ça chouette, ces derniers exemples-là. Et la réflexion que je me faisais, c'est que dans la première diapo, là où tu as présenté les 10 principes de Dieter Rams, ouais. pour moi, il en manque un quand même, c'est la poésie, tu vois. Et T'as raison. je trouve que finalement, tu vois, voilà, c'est peut-être fondamental pour nous. C'est peut-être pas fondamental pour l'industriel, mais c'est fondamental peut-être pour nous. Je sais pas. C'est la réflexion que je me fais en voyant Et ça. complètement. Mais tu as raison, c'est pour ça que je remettais un petit peu en question le principe de faire le bon design, c'est ça et c'est pas Mm. autrement. Euh, voilà, effectivement, il parle pas de poésie, bon, il parle d'esthétique. Après, voilà, après esthétique, on va dire, ça rentre là-dedans, la poésie, c'est l'histoire qu'on raconte, c'est qu'est-ce qu'on ressent. Enfin, il parle ouais, il dit que ça doit être beau, mais c'est Mm. quoi le beau? C'est quoi? C'est ça. Dans le beau, il y a la partie, c'est très subjectif. Même si pour moi, le beau, la notion de beau, ça c'est un autre débat. Il y a la notion subjective, la notion objective. Mm. Subjectif, c'est tout ce qui est culturel et qui est lié à notre mode de vie, notre vécu, etc. Et l'objectif, c'est ce qui est lié tout à l'heure, ce qu'on a vu avec les éléments dans la nature, qui répondent à des lois objectives comme le nombre d'or, des rapports de proportion, etc., sur lesquels nos yeux sont calibrés. Mm. Donc, il y a cette notion objective de la beauté. Je pense que le design, il jongle avec ces deux choses-là, enfin la création en général. Et tu as raison, là, on va toucher encore plus la poésie. Et là, effectivement, Dieter Rams dirait peut-être c'est un mauvais design parce qu'il n'est pas industrialisable et puis Mm. et il cache peut-être des choses parce que là, dans le socle, par exemple, dans le socle, qui est aussi un morceau de bois trouvé, il y a les fils qui sont cachés. Donc oui, je cache des choses, mais Mm. c'est pour la poésie, quoi. Donc oui, tu as raison. Tu as raison de mettre en avant ça, la poésie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, après la dernière partie sur l'évolution du design et de ces défis applications. Donc là, c'est pas, je vais pas apporter des réponses, c'est pas pour faire un cours, c'est juste pour se poser des questions, c'est des questions ouvertes, voilà, sur les évolutions et les défis du design. Donc il y a les enjeux sociétaux, donc on a vu les modes de vie contemporains, enfin comment le monde d'aujourd'hui fait évoluer le design. Et là, aujourd'hui, effectivement, il y a les modes de vie contemporains qui vont vers plus en plus d'urbanisation avec du télétravail. Donc les espaces et les meubles doivent s'adapter. Il y a l'enjeu spatial, des rétrécissements des espaces de vie. Du fait de l'urbanisation, bah, du coup, il y a de plus en plus de gens qui vivent dans des petits espaces, donc il y a un besoin d'optimisation spatiale, de modularité qui est peut-être de plus en plus importante. Il y a 50 ans, 100 ans, on vivait dans des grandes maisons à la campagne, on n'avait pas ces besoins-là, au moins en tout cas. Il y a les enjeux socio-économiques, donc l'économie circulaire, réutilisation, la transformation, de it yourself. En fait, c'est au niveau économique, il y a une dissonance, une dissociation de plus en plus grande, un gouffre de plus en plus grand entre les gens qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas beaucoup. La classe moyenne qui devient de moins en moins importante, j'ai envie de dire, la classe plus populaire qui augmente. Et du coup, ça pose des questions d'économie. Et moi, je le vois en tant que créateur de meubles. Je fais des meubles, mais en fait, je pourrais pas les acheter, mes meubles. Mm. Donc, il faut toucher une population spécifique. Donc, il y a vraiment cette notion de comment aujourd'hui les gens peuvent s'acheter des meubles. Alors, il y a plein de nouvelles solutions. Effectivement, la réutilisation, on va chez Emmaüs, ou alors on réutilise, on retransforme des vieux meubles, on fait do it yourself, on fait par soi-même, on fabrique soi-même, etc. Il y a toute une économie circulaire. Donc, ça, c'est aussi, ça fait évoluer le design aussi, quoi. Ensuite, il y a les enjeux environnementaux, évidemment. Il y a quand se poser la question de quel est l'impact de mon meuble, ma création sur l'environnement. Donc, d'où l'éco-conception, la recherche de matériaux plus respectueux, le design circulaire aussi, c'est-à-dire prendre en compte le cycle de vie, cradle to cradle, c'est-à-dire prendre en compte l'objet de sa fabrication, non, de l'extraction des matériaux jusqu'à son recyclage, on va dire. Donc voilà. Ensuite, il y a l'évolution des technologies aussi avec l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, les mobiliers connectés, les nouveaux matériaux, etc. Et il y a les enjeux marketing aussi.
c'est-à-dire j'ai mis jetable versus durable, c'est-à-dire effectivement, est-ce que, de plus en plus aujourd'hui, les meubles, c'est des meubles jetables, quoi. Les gens, ils investissent plus sur une table pour la garder 50 ans comme on la gardait avant. Donc aujourd'hui, on achète un meuble, on se dit peut-être que dans 2 ans, de toute façon, je vais l'acheter, donc ça sert à rien de mettre beaucoup d'argent. Et l'industrialisation nous pousse à ça. Donc, depuis que le baron Bic a inventé Stylo Bic et le concept d'objet jetable, ça nous a bien foutu dans une situation assez catastrophique sur le plan écologique. Euh, donc, euh, donc, du coup, voilà, ça remet un petit peu en question le rôle du designer. Et moi, ça m'a remis en question dans mes choix professionnels de me dire, mais en fait, si je travaille pour une grande entreprise qui va fabriquer des objets de mauvaise qualité qui vont servir 3 fois et qui vont être jetés, etc., dans le monde entier, quel impact ça a sur la planète? Ça venait heurter un peu mes valeurs. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai pris un chemin, j'ai essayé de prendre un chemin un peu alternatif, on va dire, et plus indépendant. Voilà, donc c'est l'économique versus le qualitatif, hein. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'économique, par la force des choses aussi, on le disait tout à l'heure, hein, par rapport aux moyens de la population et l'inflation. Et puis de l'industriel versus l'artisanat. Donc, voilà, il y a ce questionnement autour de l'évolution du design et de la création en général. Je ne sais pas si vous voulez apporter des choses, si Thomas, tu veux apporter des choses là-dessus, des compléments. Ouais, enfin, je sais pas si c'est à ajouter. C'est le côté politique aussi du design. C'est ce que la question que je me Alors, posais. j'ai failli l'écrire politique, hein. Ouais. J'ai Oui, failli alors je sais l'écrire, pas si ça, c'est le si bon je te mot en laisse. fait, parce que je me demandais si c'était le bon mot politique. Euh, Moi, la question que je me pose depuis quelques années quand même, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait de tout ça? Et tu l'as un peu évoqué tout à l'heure avec le stylo bic. Il y a plusieurs conceptions du design et plusieurs manières de le raconter. Moi, quand je pense à la poésie, j'aime beaucoup ce qui se fait en Italie, par exemple, parce que là-bas, on met cette dimension-là vachement en avant. Pourtant, ça reste du design industriel. Quand je pense à Alessi, en fait, par exemple, Hmm. tous ces industriels qui fabriquent, par rapport aux Allemands, justement, qu'on a évoqué tout à Oui, l'heure. Mais c'est surtout par rapport aux Américains. Puis, je trouve que ça rejoint quand même pas mal de choses qu'il y a dans ta diapo, notamment sur la techno, sur les enjeux marketing, etc., qui sont concentrés quand même de ce côté de l'Atlantique. La question hmm, voilà, des enjeux, moi, c'est un enjeu de résistance presque par rapport à ça. C'est comment nous, on résiste par rapport à ça et comment on propose en fait une histoire, pour revenir aux histoires, qui puisse être hmm. aussi forte que cette histoire qui nous injecte, on va dire, pour le dire gentiment et poliment. Oui, Euh, ouais. donc voilà, mais en tout cas, c'est des questions que je me pose moi en tant que designer, mais je ne sais pas si ça Hmm. a lieu d'être là, mais Ah comment si, on résiste? complètement. Comment on résiste? Complètement. Bah oui, Mm, c'est ça, effectivement. C'est comment on résiste en tant que créateur. Pour moi, quand j'ai commencé, j'étais dans la fin de mes études, j'ai commencé à devoir travailler. Je me suis dit, mais en fait, le design, ça sert à mieux vivre et à mieux vendre. mm, Mais où est-ce que à quoi je veux plus participer? mm, Et en fait, bah oui, j'ai besoin de manger. Et en même temps, j'ai plus envie de participer à faire du design pour mieux vivre, parce que moi, ce qui me plaît, c'est l'innovation et puis surtout, ça correspond à mes valeurs. Mieux vendre, en gros, c'est pas forcément ma priorité. Le problème, mm, c'est que quand tu bosses dans une entreprise qui t'embauche pour faire des meubles, il faut que mm, ça se vende. C'est pour ça que je suis pas resté longtemps dans l'industrie, parce que ça venait heurter un petit peu ces valeurs, quoi. C'est pour ça mm, que je préfère, moi, faire des projets innovants qui proposent des solutions pour mieux vivre, parce que justement, je suis en questionnement, enfin, même en résistance par rapport à ça, cette société de consommation. Et est-ce que le designer est là pour nourrir cette société de consommation ou est-ce qu'il est là pour l'améliorer ou l'aider à se transformer? mm, Voilà, c'est vraiment des questions qui sont intéressantes. Et c'est pas évident parce que là, je vais faire une conférence après-demain aussi sur le rapport entre le design, la création et la nature et l'écologie. Euh, mais en fait, c'est pas évident parce que tu dis, bah voilà, je vais faire un meuble qui va être dans des matériaux un peu plus écologiques, tout ça, mais au final, ça va quand même polluer. Il y mm, aura quand même du transport, il y aura quand même des trucs qui vont. Il y aura quand même, donc, l'objet le moins polluant, c'est celui qui n'existe pas, quoi. mm, J'ai mm, envie de dire, donc trouver le meilleur compromis, on va dire. Pour moi, c'est une question de compromis. Euh, et comment on peut améliorer les choses, mais c'est vrai que c'est pas gagné. Quand j'étais dans la suite de mes études, pendant plusieurs années, je faisais partie d'un collectif en fait sur l'éco-conception, les éco-matériaux, etc. Et donc j'ai fait des salons, tout ça, et je m'intéressais beaucoup à ça.
Mais en fait, c'est très très complexe. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte et qu'il faut des gros gros budgets, des gros moyens pour faire des vraies études, quoi. Et Mm. que je suis aperçu que le bois, c'est pas forcément plus écologique que le plastique. Ça dépend. Si le bois il est verni, par exemple, c'est foutu. Parce que derrière, tu peux ni le reséparer le vernis du bois, ni le brûler parce que c'est toxique. Il vaut mieux un plastique qui, lui, est recyclable, par exemple. Et des choses comme ça qui sont contre-intuitives. Donc, pour se dire, bah, mon objet, il est écologique, c'est pas évident. Bref, là, je m'égare sur d'autres sujets. Ce sera plus le sujet de la conférence d'après-demain. Mais en tout cas, oui, oui, c'est comment on résiste et comment on apporte de la poésie, quelle histoire on raconte avec tout ça. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je m'oriente plus sur le local et l'artisanal que sur le global et l'industriel, quoi. Mm. Voilà. Peut-être pas aussi parce que j'arrive à un âge où j'ai pas envie forcément de faire carrière dans une grande boîte. Voilà, je suis plus dans une démarche d'essayer de faire des choses locales et petites séries et les vendre directement et de pas passer par des gros industriels qui vont utiliser mes savoir-faire pour vendre des robots électriques fabriqués à Taïwan. Mm. Donc voilà, en gros. Mais ouais, merci de cette remarque en tout cas. Voilà, je sais pas, Lina, si tu es toujours là, si tu as envie de dire quelque chose ou pas sur ce sujet-là. Oui, vous m'entendez? Mm. Ouais, on t'entend très bien. Euh, non, mais c'est marrant parce que du coup, moi, je viens de sortir d'école Ouais. et je suis justement dans ces questions-là. Est-ce que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'architecture d'intérieur, l'architecture aussi un peu, le mobilier, évidemment, le graphisme, et je me demande qu'est-ce que j'ai envie de donner, en fait. Et, Mm. euh, et je suis dans cette question-là où est-ce que j'ai envie d'intégrer une structure et en même temps j'ai l'impression que c'est assez fermé ou est-ce que j'ai envie de donner vraiment de ma personne et mes idées et faire quelque chose qui me ressemble plus et donc plus réfléchir à toutes ces questions écologiques et tout ça. Enfin, voilà. Je sais pas si Mm. c'était très clair. Si, c'est très clair, bah, ça rejoint ce qu'on disait, nos questionnements, une Voilà. prise de conscience sur tout ça. Et toi qui sors d'études en plus aujourd'hui, parce que moi quand je Oui. sortais de mes études, c'était en fin 90, début 2000. Je veux dire, ces questions environnementales, il n'y a que moi qui me les posais quasiment. Moi Ouais. et quelques personnes, mais c'était vraiment, limite, tu parlais d'écologie, tu faisais partie d'insectes, quoi, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'est juste évident. Donc, aujourd'hui, c'est évident. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se posent la question comme toi, qui ont peut-être plus de sens. C'est une question de génération aussi, qui ont mettre du sens dans leur cas, dans leur métier, plus que le besoin de gagner de l'argent et de manger. C'est Oui, quel c'est ça. sens? Et tu as raison de se poser ces questions-là, et c'est super important de rester focus là-dessus. Et voilà, après, il y a il y a plein d'applications possibles de ta créativité dans des choses qui sont saines. Notamment, tu parles plus de l'archi intérieur. Bah, l'archi intérieur, voilà, si tu aides les gens à aménager leurs espaces, tu vas pas, comme un designer industriel, participer à fabriquer des millions d'objets qui vont être fabriqués à l'autre bout de la planète. Donc, Mhm. je pense que tu as moins d'impact. Euh, et puis, voilà, tu vas pouvoir apporter du bien-être aux gens et puis les aider à mieux vivre dans leur espace. Tu vas pouvoir apporter de la poésie aussi. Donc, pour moi, pour les archives intérieures, j'ai l'impression que la question est peut-être moins prégnante, moins importante que pour un designer qui va participer à faire des objets en série en millions d'exemplaires. Ça dépend après de quel design, dans quel cadre on travaille, hein. Mhm. Voilà, après, effectivement, si tu bosses chez un promoteur immobilier qui bétonne, qui met du béton partout, ça n'a pas le même impact que si tu bosses dans une agence d'archi intérieur qui va juste aider les particuliers à mieux vivre, hein. Mhm. Donc voilà, il faut trouver effectivement la bonne application. Mais tu as raison de se poser ces questions-là et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à se les poser et à prendre Bah, conscience de ça. Bah ouais, ouais, il c'est faut. important, c'est clair. Donc voilà, bah en fait ça rejoint un peu la conclusion sous forme d'échange. Donc voilà, moi ce qui m'est venu en conclusion, c'est que bah, le design mobilier est essentiel pour nos modes de vie, car il est une interface entre notre corps et les espaces que nous habitons, entre les besoins et les solutions.
Et il nourrit également nos besoins d'imagination, de poésie, de reconnaissance sociale, d'évasion, de décoration, etc. Donc c'est ce qu'on vient de parler de poésie tout à l'heure. Le meuble et l'humain, c'est une longue histoire d'amour qui vit une certaine remise en question par rapport à tout ce qu'on vient de dire là, c'est toutes ces remises en question-là. Et puis de remise en question aussi du coup du marché. Le meuble a un marché en perpétuelle évolution. Voilà, quelle est l'évolution du marché, quel est l'avenir du design mobilier et le marché du meuble. Quand j'ai bossé donc dans les années 2000-2010 donc dans l'industrie du meuble, en fait, les concurrents, les entreprises fabricantes de meubles en France fermaient les unes après les autres et déléguaient se délocalisaient en Europe de l'Est, etc. Et en fait, déjà, mes responsables disaient, mais aujourd'hui, les gens, ils achètent plus de meubles, quoi. Ils mettent plus d'argent dans les meubles, ils mettent de l'argent dans la voiture, ils mettent de l'argent dans les vêtements, ils mettent de l'argent dans les voyages, mais ils mettent plus d'argent dans les meubles. Donc, c'est un marché. Et en tout cas, du meuble grand public, on va dire, qui est, qui est difficile, en tout cas en tant que designer, il y a de moins en moins de boulot là-dedans. C'est-à-dire que oui, les gens, ils achètent toujours des meubles, mais les meubles, ils sont faits en Chine, quoi. Donc, en tant que designer en France, bosser là-dedans, le marché est de plus en plus restreint. En tout cas, moi, c'est les infos que j'avais il y a déjà 15 ans, quoi. Mm. Maintenant, je ne sais pas aujourd'hui parce que j'avoue que je suis plus trop dans ce milieu-là aujourd'hui. Euh, voilà. Et puis, du coup, un retour aux sources, moi, c'est ce que j'ai choisi un petit peu, même si c'est pas toujours évident, parce que vivre de ses activités, de son art et de son artisanat, j'avoue que c'est pas gagné. Mm. Mais en tout cas, ça permet de conserver ses valeurs, on va dire. Et donc du global au local, de l'industrie vers l'artisanat. C'est pour ça que moi aujourd'hui, j'ai plus plaisir à faire des meubles, des créations uniques ou des petites séries, tout ça. Mais après, bon, peut-être que si j'avais 20 ans ou 25 ans, je pense pas que je ferais ce choix-là. Mais en tout cas, c'est une solution aussi en tant que designer pour faire des choses en restant sur ses valeurs. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait de l'industriel et du global, c'est pas écologique ou c'est pas bon. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, c'est plus difficile à trouver, quoi. Mm. Voilà. Donc voilà, en conclusion, je ne sais pas si vous avez envie d'apporter quelque chose aussi là-dessus. Non, mais enfin, c'est une remarque qui va aussi dans ce sens-là, c'est que on a quand même l'impression qu'on est dans un monde qui est de plus en plus instable, et je pense que les Mm. choses vont pas aller en s'arrangeant. Enfin, ça, c'est Mm. assez évident, enfin, sans être forcément pessimiste, hein. Et Mm. donc, moi, la réflexion que je me fais, parce que j'ai moins d'années derrière moi que toi, mais j'en ai quelques-unes quand même, c'est de se dire que le designer aujourd'hui doit être aussi hyper robuste dans le sens où il doit être agile, adaptable, et on doit être capable de travailler enfin, de se remettre enfin, de réapprendre notre métier en permanence. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, hein, Ouais. sur les 15 dernières années. J'ai fait 15 métiers différents, j'ai l'impression. Mm. Et Ouais, c'est clair. finalement, la spécialisation, tu vois, meubles, la spécialisation, etc., j'ai peur que ça soit un peu difficile de s'y tenir, quoi, pour toutes les raisons que tu as évoquées tout à l'heure, hein, pour toutes les questions d'enjeu, etc. Après, c'est vrai que une des questions que je me pose en t'écoutant, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le choix que tu as fait, bon, tu es aligné avec tes valeurs, c'est peut-être c'est indispensable, mais est-ce que tu as envie, tu vois, de ce choix-là aujourd'hui? Difficilement. J'ai envie difficilement par période, quoi. Ouais. Donc effectivement, c'est un peu pas un sacrifice, mais après, il y a aussi que j'ai changé de région, je suis plus à Paris, que toutes les grandes entreprises sont à Paris, donc c'est un autre mode de vie, puis après je fais, voilà. Donc Mm. j'alterne parce que j'ai d'autres activités à côté aussi, qui n'ont rien à voir dans la musique, donc du coup j'alterne un petit peu. Mais c'est Mm. vrai que c'est difficile d'en vivre, à moins de... Après, c'est aussi parce qu'il y a des choses que j'ai pas encore mis en place, c'est-à-dire vraiment d'essayer de vendre des séries, des créations, d'aller proposer les faire en série comme la table basse, etc. C'est en cours, en fait, c'est des projets en cours. Mm. Donc l'idée, c'est d'avoir des meubles à proposer. Donc là, il y a des démarchages que je dois faire dans des lieux pour pouvoir les proposer en série, les faire fabriquer, etc. Mm. Pouvoir aller voir des éditeurs. Mais pour l'instant, je suis encore dans une phase un peu de transition. Donc, effectivement, après, comme tu disais, moi, je ne fais pas que du meuble, je fais du graphisme, j'ai fait de Mm. l'identité visuelle. Je sais pas, sur mon site internet, on peut voir un petit peu tout mon parcours. Comme je parlais tout à l'heure des 3D, voire des 5D. Je suis aussi embauché pour faire des logos, pour faire des plaquettes, pour faire des illustrations, etc., quoi.
Donc mm, j'alterne avec tout ça, si tu veux, avec tout ça, ça permet de compenser. Mais c'est pas le meuble qui me fait vivre, ça c'est sûr. mm, mm. Ça, c'est sûr. Et Et, aujourd'hui, pour vivre du meuble, je pense qu'il faut être dans une grosse structure. mm, Ou alors, ou alors avoir déjà un atelier et une reconnaissance et faire des meubles que tu vends super cher, mm, signés, etc. Et à toucher vraiment une clientèle, avoir tout un réseau et tu vends un meuble et tu manges pendant 2 mois, quoi. Tu vois, mm, mm, voilà, ça c'est un peu l'objectif. Mais ça nécessite de faire un travail artisanal, parce que moi, je suis pas artisan à la base, même si j'ai toujours travaillé le bois, mm, donc je fais des choses, mais j'ai pas un atelier non plus professionnel et j'ai pas une formation non plus d'ébéniste. mm, Donc du coup, je vais pas faire des meubles qui, si je veux vraiment des meubles que les gens vont payer, vont mettre, pour lesquels les gens vont mettre un prix important, il faut qu'au niveau de la réalisation, ce soit impeccable. Et mm, moi, j'ai pas forcément, alors, je fais des trucs impeccables par rapport à mon niveau, mais il y a des choses qui sont trop complexes. J'ai pas l'outillage, j'ai pas les savoir-faire pour faire des choses plus complexes, donc il faut que je fasse mm. faire, etc. Après, c'est une Donc ouais, réflexion. c'est pas évident. Ouais, Comment? en fait, c'est une réflexion aussi que j'ai en t'écoutant là. C'est aussi que tout seul, en fait, c'est quand même pas évident, en fait, justement. Et je sais pas où est-ce que tu es basé. Tu es à Toulouse ou tu es À Montpellier, à côté de Montpellier. plutôt de Montpellier, ouais, ok. Ouais, Parce ouais. que J'ai ma copine qui est vers Toulouse. à, à Toulouse, tu vois, par exemple, dans la banlieue toulousaine, je pensais à ça quand j'ai vu ton canapé modulable, là. J'ai appris il y a pas longtemps qu'à Auxonne, c'est à 10 km de Toulouse, tu as une entreprise qui fait du mobilier en mousse pour les crèches, tu vois, par exemple. Mhm. Et ça, dès que tu entends ça, en fait, tu as 25 ampoules qui s'allument dans Idée? ta tête. C'est clair. Si tu dis mobilier, crèche, mousse, tu peux t'éclater, quoi. Et je me dis, Ouais. en fait, peut-être que l'écueil, c'est essayer d'avoir tous les savoir-faire. Je pense que c'est l'écueil aussi, peut-être des designers curieux qu'on est. Quand j'écoute Alina, je vois qu'aussi, c'est un peu la même chose, c'est qu'on est curieux de tout, on a envie de tout faire, etc. Ouais. Mais Ça. peut-être que et c'est peut-être aussi ça l'avenir, c'est comme tu dis du global au local, on voit quand même que il y a peut-être l'individuel au collectif aussi là-dedans, même si ça va ensemble hein, dans ta réflexion. Mm. Et toi, tu es dans une coopérative, donc j'imagine que c'est un peu le même principe, quoi. Mais Je suis dans une s'entourer. coopérative. Ouais, 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 je suis dans une coopérative, dans une coloc. J'ai ouais, fait pas mal de projets associatifs. Donc, ouais, ouais, pour moi, le collectif, c'est important. Et puis surtout, à quoi je sers. Voilà, si je peux servir le collectif, voire le global, mais en faisant des choses locales, c'est bien. C'est ouais, moins ouais, cool. ouais. Mais ça a ses limites, quoi. Hmm. Je reconnais que ça a ses limites. Mais ouais, ouais, tu fais mieux de parler de ça à Toulouse, je vais me renseigner. Je sais que moi, j'avais acheté aussi un matelas écologique, sain, en bambou, etc. Il s'était fabriqué à Toulouse. Hmm. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une entreprise qui peut fabriquer aussi des meubles, enfin, des mousses pour des matériaux, pour d'autres choses que des matelas aussi. Hmm. Donc, des Partir recherches à faire. Mais des, Comme partir des savoir-faire et puis amener ce qu'on sait faire nous, finalement, c'est faire des histoires et puis après, ouais, savoir-faire, il reste là où ils sont, quoi. ouais, ouais. Après, des fois, c'est juste une question de rencontre, hein. Des fois, il Hmm. suffit de la rencontre entre un créatif et puis un industriel, Hmm. et elle se fait, il y a quelque chose de magique qui peut émerger, quoi. Ouais, Et voilà, ouais, non, mais effectivement, c'est après, chouette. c'est. Après, quand c'est bien fait, je sais pas si tu connais aux Pays Basque, tu as une grosse coopérative qui s'appelle Alki, qui fait des meubles en bois. Je sais pas si ça te parle. Ah ouais, ALKI. Ouais, et d'accord. qui fait des meubles en bois qui sont de bonne qualité. Et en fait, ils ont un designer qui s'appelle Iratsoki dedans. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est une rencontre, en fait, finalement, entre un savoir-faire et un Mm, designer. Et la boîte, mm. elle est superbe. J'y suis allé cet été. C'est Ah magnifique, ouais. quoi. Ouais, c'est magnifique. Attends, ça Après, s'appelle comment? Tu me disais? Ça Alki, s'appelle ALKI. Alki. Ouais, D'accord. ouais, Ok. tu peux regarder. Après, mais c'est comme tu disais, après, les prix, ouais, c'est pas le commun des mortels Bah, c'est qui. ça. Voilà, c'est ça À un peu la partir du moment problématique. où tu as t'as de la création, tu as des choses de petites séries, etc., Mm. ça, Et de la qualité, ça ouais. coûte cher, quoi. Mais bon, Ouais. aux Pays-Bas, les gens, ils ont de l'argent, hein. Oui, Les gens, ouais, ils ont de l'argent là-bas. Quand tu vois le prix des maisons, tu t'inquiètes pas pour leurs meubles. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà. Non, mais en tout cas, Ok. merci pour ta présentation. Bah, merci à vous. Donc, voilà. Merci pour votre attention. Mm. Merci de votre participation aussi, quoi. Bah, du coup, voilà, c'était pas nombreux, mais c'est pas grave. Comme on Et dit, puis, c'est bah, l'actualité qui bonne compte. présentation pour la suite. Merci beaucoup. Ouais, donc demain, du coup, la suite, c'est que demain, je vais faire une conférence sur le design événementiel, parce que du coup, j'étais scénographe pendant 3 ans, où là, c'est comment raconter des histoires
et la poésie générer de l'émotion pour des événements. Donc ça, c'est demain. Et après-demain, sur le design et la nature, l'éco-conception, les enjeux planétaires, etc., quoi. Voilà, Ok. et je crois et Alina, tu t'es inscrit pour les trois conférences, toi. Oui, exactement. Donc, on se voit demain. Génial. Bon, Zader, bah, désolé, tu vas peut-être réentendre des choses, parce qu'il y a des choses communes, Non, peut-être, mais c'est pas grave, c'est OK, hein. sur la présentation, mais voilà. Super. Bon, bah écoutez, merci à vous, et puis bah, au plaisir. En tout cas, bonne continuation. Et puis, Et bien toi et aussi, puis au plaisir. merci. Salut, bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée. soirée.